Alors bonjour à tous, bienvenue au point de marché Wall Street, donc Vincent Gann pour vous retrouver cet après-midi. Alors aujourd'hui, les marchés actions américains sont fermés, c'est le jour de Martin Luther King, donc le marché est calme, il n'empêche, il y a un certain nombre d'opportunités, en tout cas quelques points à surveiller, donc voilà, pas mal de choses quand même à aborder cet après-midi, donc on va prendre le temps, voilà comment on va dérouler cette séance du jour. On va commencer par des actifs directement sur le marché, les actifs qui me semblent offrir là une possibilité d'intervention, bien sûr sans se forcer, mais en tout cas voilà des actifs de marché, tout marché confondu d'ailleurs, qui sont intéressants sur un plan graphique. Et ensuite, on balayera l'ensemble des grands rendez-vous de la semaine et quelques éléments fondamentaux importants pour trader le marché cette semaine. On parlera aussi notamment des métaux précieux, on l'a vu, qui se passe quelque chose puisque le platine lui a donné un signal d'achat important, surperforme d'ailleurs l'ensemble des métaux depuis quelques séances et on voit or et argent en position d'attente mais sous résistance dans des compressions de plus en plus étroites. Donc nous en parlerons, on parlera bien sûr du dollar australien, de la livre sterling et finalement de la paire GBP AUD qui est toujours aussi très intéressante en tendance, le CAC, le DAX avec finalement des plans de trading globalement assez clairs en swing trading, on verra que le cadre intraday est toujours lui aussi assez intéressant, et puis les rendez-vous de la semaine, la Banque centrale du Japon prend mercredi une décision de politique monétaire et on verra que l'ensemble des paires en yens sont dans une configuration graphique assez similaire, et sur le plan fondamental, encore une semaine sous le thème de la croissance économique, enfin plus exactement sous le thème des prévisions de croissance économique. Cette semaine, deux événements importants. D'une part, des prévisions économiques d'une institution internationale connue, le Fonds monétaire international, qui dévoilera normalement des chiffres demain. Enfin, si l'on en croit le discours de Christine Lagarde, qui a été prononcé la semaine dernière, le 15 janvier, elle avait annoncé que le mardi 21 janvier, de nouveaux chiffres seraient rendus publics et il faudra les rapprocher des chiffres proposés donc par la Banque mondiale la semaine dernière. Et enfin, jeudi, les indicateurs de confiance et les indicateurs avancés, les PMI de la zone euro, qui sont eux des indices qui sont censés justement permettre d'anticiper la croissance économique. Donc voilà, concrètement cette semaine, ce sont les éléments fondamentaux à suivre. Alors on va passer directement sur le marché. Vous avez pu jeter un œil à l'avertissement légal. Passons donc directement sur la plateforme MarketScope. On y passe un petit quart d'heure et ensuite je me laisse guider en fait directement par vos questions. Alors commençons par les actifs qui potentiellement offrent du timing et ensuite nous verrons sur ceux qui s'inscrivent dans une tendance un peu plus ferme mais qui pour le coup sont peut-être déjà éloignés de niveau d'intervention, mais ça pourra intéresser ceux qui sont en position pour éventuellement prendre des bénéfices ou renforcer. Alors si on s'intéresse aux actifs qui potentiellement là offre du rendement risque, puisque lorsqu'on parle de timing, on parle d'actifs qui se situent sur des niveaux de prix qui permettent d'intervenir avec un bon money management. Et encore une fois, je commencerai donc par cette paire de devises qui est l'euro donc face à la livre sterling. Je pense qu'au niveau du son et d'image d'ailleurs c'est tout bon, parce que sinon je dois parler dans le vide, voilà, c'est tout bon. Alors l'euro face à la livre sterling, c'est quelque chose dont vous a parlé beaucoup mon collègue Adrien la semaine dernière, à savoir un niveau très intéressant qui se trouve à 0,8224. Bon, 0,8220. Alors 0,8220, d'abord c'est un niveau historique, nous sommes ici en données journalières, c'est le point d'accélération haussière du 10 janvier 2013. En fait, c'est le point qui, lorsqu'il a été franchi en janvier 2013, a déclenché une forte hausse de la paire Euro-GBP, qui depuis évolue dans une structure de compression, alors un canal descendant, un biseau descendant, ou plus simplement une tendance baissière très erratique, bref, bien couverte ici par la moyenne mobile à 200 jours. Il n'empêche, les 0,8224, vous les retrouvez donc ici, un niveau qui a déjà relancé la hausse le 9 janvier, et qui provoque aujourd'hui encore une stabilisation des cours. Donc, sur le Forex, en termes de timing et de rendement risque, bien sûr, les 0,8220 sont d'un niveau très intéressant pour un achat de la paire Euro-GBP. Alors, vous allez me dire, mais la livre sterling est très forte, très solide, et ce serait finalement se mettre en face. Oui, mais la livre sterling est très forte, et aussi face à l'euro, mais voilà, la tendance baissière est quand même très progressive. Donc, 0,8220, c'est un point. En tout cas, vous avez là de quoi positionner, par exemple, un stop de protection pour
quel serait le scénario, hein? Tout simplement un rebond vers la résistance des 83,50. Donc bien sûr que c'est un trade vraiment là de court terme qui pourrait s'inscrire sur quelques séances. Donc l'achat de ce support sur l'euro GBP. Donc voilà, ça c'était pour le premier actif que je voulais évoquer en termes de timing. Maintenant parlons d'un autre marché qui c'est celui des matières premières et notamment des pétroles. Alors je commence par le WTI puisque c'est un actif sur lequel on vous propose d'intervenir à l'achat ici, notamment sur les 92 $. Je ne vais pas revenir sur l'importance des 92 $. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans l'historique des analyses que je vous ai proposées ces dernières semaines. Bref, retenez que c'est le seuil technique de long terme, c'est-à-dire que au-dessus de 92 $, on peut chercher des achats. En dessous, c'est potentiellement un décalage baissier des cours vers 80-85 $. Il n'empêche, à court terme, le marché a démontré ici, en bougie japonaise journalière, toute la force de ces 92 $. En enregistrant le 14 et le 15 janvier, deux belles journées de hausse. Suivent désormais une phase de consolidation latérale prenant la forme de petits chandeliers japonais, ici journaliers, au-dessus du support des 93,60. Couvert immédiatement par la moyenne mobile à 20 jours qui, elle, vous le savez, guide bien les cours. Donc, concrètement, j'estime en effet qu'au-dessus des 92, on a un mouvement qui peut se poursuivre. Les clés, c'est quoi ? En cas de rupture des 93,60, je pense que le marché reviendra chercher 92. Tant finalement qu'il se situe sous cette moyenne mobile à 20 jours et la résistance ici des 95-25, c'est un scénario possible. Mais voilà, je pense que le mât que nous avons fait ici est dominant, que nous sommes dans une phase latérale et qu'il est probable que le marché finalement remette une impulsion haussière de cette taille. Alors on va aller calculer justement quelle pourrait être à ce moment-là la cible et je pense que nous pourrions, oui voilà, ça ne me choquerait pas finalement que ce marché soit capable d'aller rallier les 96,50, 97. C'est vraiment pas évident. Mais je ne passerai pas short agressivement au contact de la moyenne mobile à 20 jours. Je serai en tout cas prudent. À très court terme, votre range, c'est donc la moyenne mobile à 20 jours et les 93. Mais petit aparté, je devais vous parler d'actifs proposant du timing. Alors ce n'est pas loin, hein, c'est toujours sur le marché des pétroles au pluriel, mais par contre je m'intéresse au Brent. Autant le WTI, nous sommes désormais plus incertains après avoir affiché une belle conviction ces dernières semaines sur les 92 $. Moi je vous invite à vous intéresser au pétrole de la mer du Nord, le Brent, le pétrole britannique, qui lui, en cours de clôture, cette fois-ci journalier, est actuellement en contact d'une oblique haussière en place depuis juin 2012. Le Brent recule depuis la fin du mois de décembre et le scénario serait donc de jouer un rebond technique vers la résistance des 108,25 $. Si vous passez d'ailleurs en chandelier japonais sur ce contrat Brent, vous constatez donc ici la présence de cette oblique haussière, vous constatez la capacité des cours à tenir pour l'instant les 105,5 et d'ailleurs ici nous avions eu les 7 et 8 novembre une structure intéressante en avalement haussier, en données journalières, donnant le point de départ d'ailleurs du rebond. Et intéressant encore une fois de constater la combinaison adéquate que l'on peut réaliser avec un outil chartiste comme ici une oblique haussière liant tous les cours de clôture et construit par les cours ici une configuration liant deux chandeliers japonais, un avalement haussier sur une oblique haussière et derrière un creux de marché. Donc quelque chose d'intéressant. Bref, les cours ici reviennent donc chercher cette oblique haussière et surtout la base de cette structure ici en avalement haussier. Donc pour ma part, nous avons là une zone d'entrée intéressante ou en tout cas de quoi positionner un stop sous les 105,48 pour viser un rebond vers la résistance des 108,25. Donc l'euro GBP, le Brent, le pétrole de la mer du Nord, voilà là qui me paraît intéressant, donc en termes de rendement risque, et je pense que là on a un marché qui peut se reprendre sur le Brent. En termes de timing, maintenant je jetais un œil à deux autres paires de devises. Vous avez aussi donc, et ça c'est une paire dont on vous a parlé finalement qui reprend c'est déjà un poil tard, bon je l'avais vu tout à l'heure mais c'est dommage, l'AUD NZD qui avait cassé donc les 1,0730. Pour ma part j'ai clairement aucune certitude que les points bas sont faits
Et voilà, l'idée c'était de profiter du pullback sur les 1,0730. Bon, on l'a pas encore réalisé. Hein. Bon, là, il n'y a plus de timing, c'est donc désormais hors sujet, mais j'estime toujours qu'on a une paire de devises qui peut revenir à moyen terme chercher les 0,45, 0,5 avant vraiment, potentiellement, peut-être, pourquoi pas d'établir un creux, mais dites-vous bien une chose. Vous avez là, sur la UDNZD, une des tendances baissières les plus prononcées sur le marché des changes. Une tendance baissière aussi forte ne peut pas se retourner en une séance ou avec un simple chandelier japonais. Il faudra prendre le temps de construire une base, une large fondation. Bref, avant que ce marché un jour se retourne à la hausse, eh bien nous aurons une phase de transition latérale très longue. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer du coup à trader en priorité la tendance baissière de cette paire et à savoir donc être vendeur au contact des résistances. Et donc là, il s'avère que c'est un 0,730 pour la UDNZD. Donc la UDNZD, l'euro GBP, je vous en ai parlé. Le Brent, vous avez là quelque chose d'intéressant à faire. Le GBP AUD, donc la livre sterling face au dollar australien, ou concrètement une des monnaies les plus puissantes du marché en tendance haussière face à une des monnaies les plus faibles du marché, ou puissantes mais dans le sens de la tendance baissière, la paire GBP AUD. Je vous en ai parlé d'ailleurs vendredi dans le morning meeting en attirant votre attention sur une clôture journalière tout à fait favorable, à savoir la cassure haussière des 1,85 75, 1,85 75. Ça me paraissait intéressant de passer acheteur, à savoir donc dans le cadre d'un pullback sur ce support. Bon, c'est pas évident, on voit que c'est puissant, le marché a fait ce matin 1,86 21, mais voilà, rien n'est acquis, donc toujours pareil, en priorité, surveillez donc un éventuel pullback des cours sur ce support des 85 77 en fait exactement. Pense que finalement c'est en dessous de ce niveau que vous pourrez positionner un stop, donc au final si la paire devait aller chercher les 86, 90, vous auriez de quoi positionner un stop de protection assez proche du cours d'entrée, sachant que à terme hein, les objectifs de cours, et là je m'adresse vraiment à du trading à long terme sur cette paire là, c'est 1,96, 97 hein. Mais bien sûr nous irons par étapes. Mais voilà, c'est une des plus belles tendances haussières, je pense, ici, sur ce marché d'échange. Donc, le Brent, je pense que là, il y a plus de choses à faire à court terme que sur le WTI, donc ce sera probablement une semaine intéressante sur ce marché-là. La UDNZD, nous l'avons vu, bon, même si là, peut-être que la mèche haute de marché a déjà été réalisée. L'euro GBP, je vous en ai parlé, c'est toujours aussi intéressant pour le marché d'échange. Alors maintenant, il y a moins de timing, mais je passe tout de suite sur ce sujet. C'est pour ceux qui tradent le prix du contrat obligataire Bund. Donc vous l'avez sous les yeux, le contrat Bund. Je reviens un peu sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il va probablement continuer à faire. Alors, belle tendance haussière en place depuis septembre 2013, une succession d'ailleurs, ici vous êtes en données journalières, regardez toutes ces obliques haussières finalement qu'on franchit, on revient les chercher ou on en franchit encore une, 142 bien sûr l'objectif au fond presque naturel, mais si jamais ce niveau est franchi derrière, eh bien on peut rallier jusqu'à 144. Alors pourquoi de manière générale les contrats obligataires, le prix, car là nous nous intéressons au prix de ces contrats obligataires, pourquoi c'est haussier alors que les indices aussi le sont. De manière générale, on observe sur le marché des taux obligataires, sur le marché des contrats obligataires, une détente générale du coupon versé, des taux d'intérêt, et c'est bien sûr à la source de la hausse des prix donc de ces obligations. Alors je vous les montre d'ailleurs l'ensemble de ces taux. Je vous en ai fait la synthèse sur ce graphique. Vous avez ici ceux de l'Espagne en bleu, ceux de l'Italie en marron, et justement ceux de l'Allemagne ici en vert. Donc eux-mêmes, eh bien, commence à se replier depuis la semaine dernière. Alors, il n'y a pas d'effet d'entraînement de la détente des taux espagnols, italiens ou grecs. Ceux de la Grèce sont d'ailleurs passés sous 7,70. Mais c'est plutôt, je pense, un effet d'entraînement de la détente des taux obligataires américains. Un graphique intéressant que je vais tout de suite vous montrer. Alors, faire de l'analyse technique sur des contrats de taux, vous allez me dire, c'est bien mignon. Mais voilà, ça donne quand même des signaux. Nous avions eu ici une fausse cassure, permettez-moi l'expression, du seuil des 3%. Et puis derrière, finalement, un rendement obligataire américain qui a cassé donc cette trendline. Et finalement, c'était globalement propre, d'où la détente ici de ces rendements obligataires américains qui, eux, agissent directement, car c'est la même catégorie de notation sur les taux obligataires allemands.
les deux se détendent, entraînant mécaniquement, puisque c'est comme ça que se calcule le prix des obligations, une tendance haussière ici du Bund 142, prochaine cible, et si c'est franchi, derrière c'est 144. 142 est davantage, je pense, un objectif de cours qu'un nouveau seuil d'accélération haussière. Donc, vous avez encore peut-être quelques points à prendre ici en intraday. Donc, pour résumer, vous êtes bientôt sur l'objectif de cours sur ce marché. Le Brent, je pense qu'au-dessus des 105,50, vous avez un bon point. C'est probablement le marché qu'il faut traiter. Sur le marché d'échange, en opportunité plus que jamais en termes de timing, l'euro GBP aujourd'hui. Et enfin, toujours sur ces actifs offrant du timing, c'est pas vraiment du timing, mais je parlerai là plutôt de compression. Alors, c'est un peu le grand débat qu'on a maintenant aujourd'hui sur, sur les métaux. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Première chose, évidente, ici, les cours du platine. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment avoir ce graphique sur votre plateforme, c'est la paire de devises XPT/USD. Je vous la mets dans le XPT, voilà, /USD. Donc ça, je vous l'ai mis dans la file commentaire. Donc ce sont les cours du platine. C'est un métal précieux, c'est un métal industriel surtout, beaucoup plus que l'argent par exemple. Il s'avère que lui, à la grande différence de l'or et de l'argent, il a franchi l'oblique baissière en place depuis le 27 août dernier. Mais ça fait longtemps qu'il l'a franchi. Il l'a franchi ici le 6 janvier. Donc ça fait maintenant 2 semaines. Et vous avez, et ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment intéressant, et pour moi qui vous invite à continuer de chercher en priorité à acheter ce platine, ou en tout cas rester positionné dessus, car rien ne montre là que cette force du platine devrait s'inverser. Vous avez ici sous les yeux le ratio platine-or, et vous voyez d'ailleurs que nous avons eu un signal d'achat sur le ratio platine-or le 21 décembre, le 26 décembre, pardon. Donc, le ratio a donné le signal d'achat presque 10 jours avant les prix. C'est donc quelque chose de vraiment puissant. On a eu d'ailleurs exactement le même signal sur le ratio ici platine-argent le 26 décembre. Donc, la force relative vous indiquait qu'il fallait en priorité chercher les achats sur le platine qui pourtant n'avait pas cassé l'oblique baissière en place. Donc ça c'est la première chose. Et qu'est-ce qu'on peut viser dessus? Nous y sommes bientôt, les 1480. Mais maintenant j'imagine que la vraie question que vous vous posez tous, parce que finalement on constate que le platine est haussier, la vraie question que vous vous posez tous c'est: est-ce que cette hausse du platine est-elle précurseur d'une hausse de l'or et de l'argent? Honnêtement, on ne peut pas l'affirmer comme ça avec une probabilité de 100%. De toute façon, tout ce qui compte, tout ce que vous dit la force relative, c'est que le platine est plus fort et qu'il faut chercher en priorité à l'acheter. Et ça, c'est ce que vous dit la force relative depuis fin décembre. Et les cours vous montrent que là, du coup, il y avait un beau signal précurseur. Par contre, sur l'or et l'argent, il va falloir vraiment se dépêcher. Moi, des deux compressions, celle qui me plaît le plus, c'est l'argent. C'est-à-dire que vous avez une compression entre le support des 20 $ et cette fameuse oblique qui joint toutes les mèches de marché depuis le 28 août. Bon, pour l'instant, ça passe pas. Donc, en termes de niveaux horizontaux, 20-60, 20. On franchit 20-60. Je pense que derrière, ça va être une belle explosion haussière. On casse les 20, ce sera compliqué. Avec la possibilité que ce marché revienne chercher ici le support des 19. Et dans ce cas, le platine, qui lui était effectivement plus fort, aura fait son propre chemin sans créer un effet d'entraînement pour les autres. Donc les 20-60 sur l'argent. Et là, vu comment les compressions se réduisent, c'est imminent. Et pour vous montrer que c'est loin d'être acquis, vous avez ici à nouveau cette même oblique sur l'or, en place donc depuis le 28 août en données journalières, et ce matin d'ailleurs le marché a fait une mèche justement sous cette oblique, s'approchant donc du niveau des 1267. Donc pour l'instant, honnêtement, la seule chose qu'on peut dire, c'est que or et argent sont en position d'attente. On sent qu'il se prépare quelque chose, mais rien n'est certain. Par contre, si vous êtes long du platine, eh bien restez-le, et la prochaine résistance pour l'instant c'est 1480. Alors, ça c'était la première chose que je voulais vous montrer.
en termes de timing. Sur les indices, donc aujourd'hui vous le savez, Martin Luther King Day, les marchés au comptant américains sont fermés. Donc sur les indices US, finalement même topo que vendredi dernier, à savoir des indices moins forts que les indices européens d'ailleurs depuis le début de l'année. Absence de nouveaux plus hauts sur le S&P 500 et le Dow Jones depuis le début de l'année, alors que c'est complètement le contraire sur les indices européens. Donc de manière générale, il y a une contradiction. Nous sommes actuellement aux États-Unis en pleine période de publication des résultats. Donc le marché cherche à avoir une vision un peu globale du potentiel de croissance des profits des entreprises US. D'ailleurs cette semaine, petit aparté, vous avez encore beaucoup de boîtes qui publient, notamment IBM, Microsoft ou encore McDonald's. Sur les indices US, pour moi il y a une seule chose qui compte, c'est l'oblique en place ici depuis le 9 octobre 2013. Ça comprime entre justement ces obliques de support et les 1850 points par exemple sur le S&P 500 ou encore les 16 560 sur le Dow, et finalement les indices US c'est bien possible qu'ils fassent pas grand chose encore pendant plusieurs séances latérales finalement au-dessus de l'oblique mais sous les résistances. Donc en termes de trading, là il m'intéresse moins. Les indices européens, le MIB, l'IBEX, eux c'est j'avais proposé une analyse il y a quelques semaines parlant d'épopée haussière. C'est un peu le grand retour, c'est la revanche, bref, en tout cas le marché se repositionne sur ces marchés là pour un certain nombre de raisons. On va pas revenir en détail dessus. Malgré tout, l'IBEX à 10 541 points a atteint un bel objectif de cours, une résistance de 2011 et surtout un haut de canal en place depuis juillet 2012. Mais on voit finalement qu'il ne se passe pas grand chose et que le marché se contente de faire des petites bougies, des petites toupies là, latérales, peut-être, pourquoi pas, une phase de pause plate avant peut-être de dépasser. En tout cas, MIB et IBEX m'intéressent aussi moins à court terme. Sur le MIB, vous avez une belle oblique en données journalières en place depuis le 16 décembre. Mais voilà. En termes de timing ou de stratégie, le S&P, le Dow, le MIB, l'IBEX m'intéressent moins. Par contre, et un peu à notre tour, à nous, Français et Allemands du coup, je pense que là, on a peut-être un retour du DAX et du CAC, d'ailleurs qui sont passés un peu, qui ont été relégués en seconde zone, hein, puisque tout le monde n'avait que Dieu pour l'Espagne, l'Italie, leurs banques, bref. C'est un peu emballé sur ces pays-là. Mais retournons aux pays matures de la zone euro. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus clair dans le cadre du swing trading. Le point commun du DAX et du CAC la semaine dernière, c'est qu'ils ont fait 2 cassures haussières journalières. Enfin, en tout cas, de beau niveau. C'est tout simple. Le CAC, c'est 4300 points. Et le DAX, c'est 9600 points, 9625. Ces niveaux, tant qu'ils sont préservés, il faut chercher, bien sûr, à les acheter. Mais c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Pour ma part, dans le cadre d'une stratégie de swing trading, j'apprécie bien sûr le fait que la moyenne mobile à 20 jours rejoigne ici, sur le DAX, les 9600 points. Mais si je n'ai pas d'achat, si j'ai rien ouvert, si je n'ai pas acheté avant, je n'achèterai pas maintenant. Ou pas avant, si jamais le marché revient à 9600, là, ça m'intéressera. Mais pas maintenant. Le CAC c'est la même chose, c'est-à-dire que si vous n'avez pas acheté ce marché, pour ma part honnêtement, ça me paraît encore un peu trop tôt, sauf si il y a une incursion entre 4277, qui est le point d'accélération du 14 janvier, et 4295. Alors qu'est-ce qui va permettre de savoir si DAX et CAC repartent tout de suite, ou s'ils reviennent dans les points d'accélération de la semaine dernière? Dans ce cas, on va descendre d'un horizon de temps. Et toujours, vous avez sur le CAC et le DAX, en intraday, donc sur des graphiques horaires et 15 minutes notamment, des phases latérales assez propres. En particulier, celle du CAC 40. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la juxtaposition du CAC 40 et du DAX en 15 minutes. Pour voir finalement que ces deux marchés sont finalement complètement plats depuis jeudi après-midi en fait, depuis cette séance ici du 16 décembre. Et entre les deux, je trouve que le CAC est plus propre. Donc comment ça peut se passer? Vous avez ici en 15 minutes un trading range, donc entre 4310, 4311, bref, 4310 et 4344 points. Donc
Pour ma part, le plan de trading, il serait comme ça. Je pense que si on casse les 4310 points, on a rapidement un marché qui peut en perdre 20 à 30 de plus et revenir sur quoi? Je vous ai parlé de 4277. Ah, en plus, hasard, et je trouve que c'est une proportion, c'est 50% de toute la hausse depuis la mi-janvier. Bref, si on casse 4310, 4003, 4290, 4000, ouais, on a un marché qui peut perdre une trentaine de points et revenir sur 4280, 4290. La cassure daily la semaine dernière et la moyenne mobile à 20 jours. Donc, si vous faites de l'intraday, la cassure des 4310, ça se vend pour se racheter sur 4280. Et sur 4280, là, vous pouvez ouvrir un achat swing pour viser 4344 et 4354. C'est quoi 4354? Ce sont les sommets de l'année 2013. Donc, concrètement, voilà comment ça va se passer. Sur le cas qu'on a ce range là, 4344, 4311, si jamais on arrive à franchir les 4344, en effet on ira chercher 4354 et 4375 et on va le passer sur le graphique journalier pour voir à quoi ça correspond 4375. Au contraire, si le marché casse les 4310, c'est aussi un support daily d'ailleurs, eh bien on en perdra 25 à 30 de plus pour revenir chercher les 4277, zone dans laquelle je pense il sera opportun de déclencher un achat swing. On va revenir sur le graphique journalier. Vous avez bien en tête ce que je viens de vous montrer là, les 4277. Sur le 15 minutes, c'est quelque chose qui vous a pas forcément parlé. Mis à part ces 50% de retracement. Je vous montre tout de suite à quoi ça correspond en journalier. C'est ce niveau-là. C'est le point d'accélération du 14 janvier. Rappelez-vous, nous avions eu ici un trading range entre le 3 janvier et le 14 janvier entre 4210 et 4277. Donc l'idée, voilà, c'est d'aller par ici, tenter de déclencher quelque chose en swing. Alors maintenant, je vous ai parlé de 4354 et 4375. Alors c'est quoi ces niveaux? 4354, c'est pas difficile. Vous êtes en données journalières et vous prenez le top de marché du 7 novembre 2013. C'est le point d'ailleurs qu'on avait vendu, nous, chez DailyFX. C'était le haut de canal moyen terme. Donc, mais maintenant il se trouve que ce haut de canal moyen terme, vu que les cours ont dérivé latéralement pendant plusieurs mois, il est forcément maintenant un peu au-dessus. Bref, 4354, première cible, et 4375, c'est à nouveau deux choses. Donc je vous le remontre, et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est visé. C'est une résistance du mois d'août 2008, et c'est en plus cette fameuse proportion de marché dont je vous avais déjà parlé, en reportant donc tout le rallye de fin d'année 2013 au point bas de la conso latérale ici de mi-janvier, donc 4376 exactement. Alors voilà donc pour ce qui est du cadre daily du CAC 40. Maintenant, alors je voulais vous parler de ça, donc ça c'est bon, CAC DAX. Donc n'oubliez pas cette semaine, demain normalement 21 janvier, alors j'ai pas réussi à le trouver dans le calendrier officiel du Fonds monétaire international, mais dans le précédent discours de Christine Lagarde, elle a dit que le mardi 21 janvier, nous aurions des nouveaux chiffres sur les perspectives de croissance économique. Donc demain, dès que j'en ai connaissance, bien sûr je vous les communiquerai. La détente des rendements obligataires, je vous en ai parlé. Les entreprises américaines, cette semaine, il y en a encore beaucoup, dont IBM, Microsoft notamment. Vous vous posez peut-être aussi la question pour les entreprises françaises. Eh bien, ça commence vraiment début février. Le CAC 40 et ses poids lourds publient ses résultats à partir de la semaine du 3 février, lundi 3 février. En fait, c'est la semaine qui fera suite à finalement ce qui est probablement la semaine de janvier la plus importante, celle du 27 janvier, puisque c'est le mercredi 29 janvier qu'a lieu le premier FOMC de l'année, décision de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, où Janet Yellen prendra d'ailleurs la tête de la Réserve fédérale des États-Unis. Et bien sûr, parlons euro-dollar maintenant, puisqu'on n'a pas parlé de l'euro-dollar depuis tout à l'heure. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé de l'euro-dollar? Car je pense que là, à 1,3560, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez acheté le support à 1,3520, c'est bien. Vous êtes dans le bon sens là de la séance à court terme. Maintenant, l'euro-dollar, je pense que là en effet il peut rebondir jusqu'à 1,36. 1,36 pourquoi? C'est le point de décrochage de vendredi après-midi et c'était surtout l'oblique haussière en place depuis l'été dernier. Mais la vraie question c'est, faut-il shorter 1,36 $?
J'ai posé la question ce matin dans le forum Eurodollar, et notamment quelqu'un qui s'appelle Pierre 2, mais d'autres personnes qui proposent du scalping, m'ont répondu quelque chose de très juste. Ça dépendra de la force du mouvement. En fait, c'est vrai. C'est-à-dire que l'euro-dollar, on voit que ça fait quand même très longtemps qu'il n'a pas fait une chute verticale. Et là, encore une fois, malgré tout ce qui fondamentalement peut plaider en faveur d'une baisse de l'euro-dollar, notamment le différentiel de croissance entre les États-Unis et la zone euro, bref, on n'a pas de phase verticale baissière de la paire euro-dollar. Donc, je pense que c'est un scénario qu'il faut éviter de jouer. Par contre, on peut shorter, on voit les excès. Donc je pense que vous avez une moyenne mobile à 20 jours ici qui passe à 1,3650, un point horizontal très net à 1,36, et finalement une compression. Vous avez ici la moyenne mobile par exemple à 125 jours qui a été mise en avant sur le forum, qui est propre, hein, vous la voyez ici. Elle capte bien les mèches. Bon, après des moyennes mobiles on peut toujours aller en chercher. Moi je regarderais plutôt finalement cette oblique qui lit tous les bas de marché ici journalier depuis le 20 décembre. Ça commence à ressembler un peu à l'euro GBP, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des nouveaux bas, mais ils sont marginaux, on n'accélère pas. Donc c'est un peu compliqué. Bon, pour ma part, je tenterai quelque chose. Si le marché retourne chercher les 1,36, 1,36,10, ce sera une stratégie vendeuse avec un stop au-dessus des 36,60. Donc je l'attends. Mais là, tout de suite maintenant, il n'y a rien à faire. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas abordé tout de suite. Les paires en yens. Les paires en yens, il ne se passera rien avant mercredi. Mercredi, pendant que vous serez tous en train de dormir, ou la majorité, la Banque centrale du Japon prend une décision de politique monétaire. Les paires en yens, et en fait le yen de manière générale, sont dans une position d'attente. Alors je vais vous montrer ici la paire USD-yen. La paire USD-yen est actuellement dans un trading range entre 103,70 et 105,40. Tentative de cassure baissière ici le 13 janvier, rapidement prise à contre-pied. Et finalement, nous n'avons pas quitté le trading range. Donc 103,70, 105,40. Pourquoi le yen ne sait plus où elle est? Alors, c'est faux. C'est-à-dire que le yen rebondit depuis le début de l'année. Mais finalement, on voit que le rebond esquissé dans un premier temps laisse plutôt la place à un yen plat. C'est déjà nouveau. Avant, le yen chutait. Maintenant, il est plat. Donc, le yen est plat. Les paires en yen sont plates. Pourquoi? Finalement, tout le monde se demande comment la Banque centrale du Japon va réagir à l'accélération de la hausse des prix publiée décembre dernier. Donc, ça se passera mercredi, pendant la nuit. Je suis allé sur le site de la Banque centrale du Japon, la BOJ, et j'ai pas encore trouvé d'heure officielle. Mais tout ça pour dire que je pense que d'ici mercredi, eh bien, ce que j'observe là sur les paires en yens devrait rester parfaitement stable. J'avais une vente euro-yen, vous le savez. J'ai encaissé ce matin la vente euro-yen à 100%. Mes préférences, lorsque je cherchais à vendre les paires en yens, c'était CHF yen et euro yen, car j'appréciais le retournement sous la moyenne mobile à 20 jours. Le CHF yen a touché les 113,80, l'euro yen, lui, les 140,50. Je ne vois pas. On peut peut-être faire un rebond ici vers les 142. Honnêtement, il y a mieux à faire. Donc je pense que ça va rester plat en attendant justement la BOJ. Donc il y a probablement là mieux à faire que d'aller se forcer à passer des ordres sur ces paires en yens. Alors, ça c'était là. Ça je voulais vous en parler. Et enfin, dernière petite chose. Alors ce matin, Nicolas vous a expliqué que le pourcentage d'acheteurs était monté, s'approchait des 40% sur l'euro-dollar, et il vous a expliqué que à chaque fois que l'euro-dollar faisait un nouveau point bas, c'est pas non plus hyper violent, mais bref, le pourcentage d'acheteurs montait. Alors j'ai juste un graphique, je vous l'ai mis dans le forum pour vous montrer ce qui se passe exactement. Voilà, vous l'avez sous les yeux. C'est-à-dire que là, depuis les 1,37, et en effet, on a un pourcentage d'acheteurs qui monte. Alors qu'avant, il est vrai, lorsque l'euro-dollar baissait, c'était plutôt le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une large majorité de vendeurs. Ce qui fait que l'euro-dollar finalement finissait par se reprendre violemment. Donc là pour l'instant on ne peut pas encore en déduire grand chose puisque les vendeurs sont encore majoritaires. Mais on voit que petit à petit des choses commencent à changer.
Alors, en termes d'actifs, moi j'ai balayé tous les choix que j'avais faits, les choses que j'avais à vous dire. Donc je vais maintenant me laisser guider par vos commentaires. Je jette juste un œil au Brent. Bon, c'est en train, je pense que c'est en train de partir. D'ailleurs, juste dernier tour, on parlait des paires en yens, c'est le même topo sur le Nikkei, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans des positions d'attente. Alors. Ouais, mais il faut passer par là. Il faut passer par là parce que c'est là que les fichiers sont réellement enregistrés. Alors bonjour Vincent, je sais que tu ne fais pas d'Ishimoku. En effet. Mais que penses-tu de la cassure des 1,3560, piège ou pas? Non, pour moi il n'y a pas de piège, hein, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose de baissier sous les 1,38, mais d'erratique, de difficile. S'il avait s'agit d'un piège, on aurait fait un violent là contre-pied. Un piège c'est quoi? Un piège c'est par exemple sur l'USD Yen, la cassure ici des 103,70. Ça c'est un piège. On casse, hop, on réintègre. Bon bah ça forcément, ça a faux signal. Alors le NZD Yen. Alors le NZD Yen, je ne l'ai pas. En fait je suis pas. Donc j'ai pas de stratégie à vous proposer sur le NZD Yen. Mais sur le forum vous avez tout. Donc allez-y. Tout sur le forum. Ouais. C'est bien tenté. Donc voilà, honnêtement, de manière générale, on peut pas tout suivre, mais passez dans les fils du forum et puis vous allez voir, tout est abordé, pas forcément par nous. Il y a des bons journaux de trading. Bah, Cindy Bad par exemple, tu es là. Ton journal est vraiment de qualité, même d'une très grande qualité. On s'en nourrit tous. Voilà, n'hésitez pas à vous balader dans le forum, dans les journaux de trading, il y a plein d'avis hyper pertinents. Ah, par exemple sur l'euro-dollar, la moyenne mobile à 125 jours, honnêtement, c'est pas moi, c'est monsieur Sindibad. Donc vous l'avez compris, cette semaine c'est pas forcément la plus importante, il y a quand même quelques grands rendez-vous qui concernent la croissance, mais à mesure qu'on va avancer, on va tendre vers le FOMC du 29 janvier, donc c'est mercredi prochain. Le marché, il n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer. D'ailleurs, regardez, hein, le dollar, il a commencé, il a monté, ok, mais finalement, on voit qu'il a du mal à accélérer. Anticiper davantage de ralentissement du QE, c'est potentiellement de la hausse pour les taux longs américains, mais on voit au contraire qu'ils se détendent, et ça, c'est depuis le mauvais NFP. Bref, il y a comme d'habitude, de l'incertitude. Les indices US qui confirment plus les indices européens. Qui a raison? Qui se trompe? Ou y a-t-il vraiment des décorrélations? Ou des phases de comportement relatif très différents? À l'image par exemple de ce que le platine peut réussir à faire alors que d'autres métaux ne montent pas. Qui est précurseur de qui? Ou finalement peut-être qu'on ne peut faire aucun lien et que ce sont des marchés indépendants. Bref, pas évident de répondre à cette question, donc allons du côté des actifs les plus forts. Mieux vaut chercher à acheter le platine que de s'acharner à vouloir acheter d'autres qui restent sous résistance. Par contre, si jamais l'or et l'argent font des cassures haussières, il faudra bien sûr les acheter. Puisque là, derrière, on aura quelque chose d'aussi puissant que sur le platine. Et je vous le dis tout de suite, regardez ce qu'a fait le platine. Le platine a cassé l'oblique. Il y a eu quoi? 2 séances de pullback et hop, ça repart. Depuis la cassure, il a pris 70 points. Il y aura la même chose sur l'or et l'argent si jamais ça passe. Mais c'est vraiment pas certain. Et plus ça tarde, moins ça devient probable. Donc, honnêtement, si ça se passe pas cette semaine, on pourra franchement commencer à se poser des questions. Oui, alors en effet, je regardais ce matin les taux, cette fois-ci à court terme. Donc la partie courte des taux d'intérêt au sein de la zone euro, les taux du marché interbancaire, il n'y a pas de crainte à avoir. Il n'y a aucune crainte à avoir sur, par exemple, en effet, Léonia à 0,30%. Il a été fixé au fixing de vendredi à 0,30.
Toujours pour ce qu'on constate en fait depuis novembre, il y a une réduction de l'excès de liquidité au sein de la zone euro, mais ça va retomber de plus belle. Il n'y a pas de problème sur les taux d'intérêt à court terme au sein de la zone euro, il n'y a pas d'inquiétude. Donc pour l'instant, ne vous fiez pas à ça. La vraie chose qui compte, c'est le spread en fait entre les taux Euribor et le coût de l'argent au jour le jour. Et vous avez dans le guide de trading, un des tout nouveaux guides de trading qu'on vous propose sur le site. Ici, dossier spécial, les enjeux fondamentaux pour 2014. Adrian est revenu sur le véritable indicateur qui compte, à savoir justement cet écart entre les taux Euribor et l'Eonia. Précisément sur l'évolution du swap. Et toutes les informations se trouvent donc dans ce guide. Vous cochez là, dossier spécial, les enjeux fondamentaux pour 2014. Donc ne vous inquiétez pas de la hausse de l'Eonia, c'est pas ça qu'il faut regarder. Donc allez-y, téléchargez-le. Les informations se trouvent dedans. Bon, je pense que vous l'avez compris. Honnêtement, je vous le dis, si jamais le DAX revient sur les 9006, honnêtement, vous posez pas de questions, c'est strong buy. Honnêtement, le CAC, c'est pareil. Il revient entre 4280 et 4290. Ne vous posez pas de questions, c'est achat. Et si on casse les supports, peu importe, il y aura du rendement risque. À un moment ou à un autre, il faut être là réellement là dans le sens de cette tendance haussière. Enfin, il y a une question auquel je ne peux pas répondre, car je ne parviens pas à avoir une opinion. Il s'agit du dollar australien. Alors, le dollar australien a-t-il fait une fausse cachure sous les 88 ? Peut-être, il y a des divergences, il y a des choses, mais c'est difficile. C'est difficile de voir venir le bout du tunnel sur ce dollar australien. Donc, je chercherai plutôt à acheter le GBP AUD, même si peut-être que l'AUD USD fait un creux, peut-être, mais voilà, je serais plus enclin à chercher des longs sur le GBP AUD, qui est vraiment magnifique pour des trades de long terme. OS 10, c'est après Program Files. Alors ne faut-il pas attendre que l'euro-dollar franchisse les 50% de la bougie journalière de vendredi. Alors. Et là, vous aurez accès à tous les discours. Oui, alors, vous pouvez toujours retravailler en proportion, il y en a dans tous les sens, c'est-à-dire que il y a cette dernière proportion là. Donc là vous voyez votre stop, si jamais vous cherchez avant les 1,36, le stop ce sera au-dessus, non même ce sera au-dessus des 1,36,60. C'est-à-dire que toute incursion dans cette zone, pour ma part là, 1,36,15, 20 serait intéressante à vendre. Et si vous prenez pile poil le chandelier de vendredi, vous avez quelque chose à 1,35,80. C'est-à-dire que si les 1,35,80 sont franchis, en effet, je pense qu'on ira chercher les 36,15, 20. Pour ma part, ce sera vente, stop au-dessus des 36,60. Et ça, je serai transparent donc sur cette idée de trading. Demain, il y a des catalyseurs importants, notamment l'indice ZOO du climat des analystes financiers en Allemagne. Donc c'est quelque chose de suivi. Les indicateurs avancés au sein de la zone euro sont publiés jeudi. Et je vous les montre juste pour vous en rappeler, ce qui permet en fait d'anticiper la croissance économique en valeur absolue. Je vous rappelle que la France fait débat. Vous avez ici le PMI manufacturier et on voit que la France s'est désolidarisée des autres pays européens. Cette courbe là baissière sous le niveau des 50. C'est jeudi prochain que ce PMI de la France sera actualisé. Donc, je pense que si jamais on a une inversion de ce qu'on observe depuis quelques mois là, ça pourrait soutenir le CAC. En tout cas, méfiance. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à aller attendre du DAX à 9006 et à acheter le DAX que de me surexposer au CAC. En tout cas, attendons que cette courbe... Il y a une contradiction pour l'économie française entre les perspectives de l'INSEE, du gouvernement français, du FMI, de la Banque mondiale, et ce que disent les indicateurs avancés. Qui se trompe ?
Franchement, je ne sais pas. Alors, pour prendre un peu de recul, qu'en est-il de la consolidation que la plupart des analystes voyaient pour la mi-janvier? D'une certaine façon, aux États-Unis, vous l'avez, c'est-à-dire que nous sommes dans des trading range sur les indices américains depuis début janvier. Dans un marché fort, lorsqu'on consolide, on consolide à plat. Bah, c'est à nouveau ce qui se passe. Et là, ce sont sur les indices américains qui font moins consensus car censés être plus chers du point de vue des valorisations des actions. Et surtout, nous sommes en plein cœur de la publication des résultats des entreprises américaines. Le marché cherche à avoir une vue d'ensemble de ce que pourrait être la croissance estimée des profits des entreprises américaines. Car le marché ne se contentera pas de faire un lien simple entre croissance économique et croissance des bénéfices des entreprises. Puisque entre les deux, il y a bien sûr la gestion structurelle, managériale d'une entreprise. Donc on attend de faire la synthèse et c'est encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, une semaine importante pour les entreprises américaines. D'ailleurs je vais vous donner un lien pratique, je vais aller chercher, voilà, vous avez ici tout le calendrier donc Bloomberg de publication des entreprises américaines. Voilà, donc jour par jour, vous avez donc les entreprises qui publient. Voilà, je vous l'ai mis dans la file commentaire, donc c'est quelque chose qui pourra vous servir. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, il est 16h, je pense que demain le mouvement va reprendre sur les marchés, vous l'avez compris, hein, en position d'attente hors argent, Euro GBP, CAC, DAX, AUD NZD, GBP AUD, ça c'est, il faut vraiment chercher à acheter. Bref, la Banque Centrale du Japon mercredi, bon voilà. Nous allons avoir des choses à surveiller et à étudier donc tout au long de la semaine. Merci à tous de votre attention et donc à demain de vive voix.